Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de la playlist Contentieux financier, l'épisode 45, consacré aux compétences de certification des comptes détenues par la Cour des comptes, vous est présenté par deux étudiantes du Master 2 Finance et Fiscalité publique de l'Université de Lille, promotion 2021-2022. Il s'agit de Gersande Coiffard et Marianne Depreux qui ont réalisé ce travail dans le cadre du séminaire de droit administratif financier. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des compétences de certification de la Cour des comptes. Une définition à retenir pourrait être celle que la Cour des comptes propose au sein de ses rapports. Ainsi, la certification est une opinion écrite et motivée que la Cour des comptes formule sous sa propre responsabilité. Elle consiste à collecter les éléments nécessaires à l'obtention d'une assurance raisonnable sur la conformité des comptes aux règles et principes applicables. Outre cette définition, on pourrait se demander d'où provient cette compétence. En effet, la LOLF, qui succède à l'ordonnance du 2 janvier 1959, a été adoptée le 1er août 2001. Également appelée Constitution financière, la loi organique relative aux lois de finances vise à améliorer la gestion de l'administration. Ainsi, la Cour des comptes dispose de la compétence de certifier les comptes de l'État sur la base de l'article 58 de la LOLF. Initialement, cette constitution financière ne concernait que les comptes de l'État. L'article 58 de la LOLF dispose que la mission d'assistance du Parlement, confiée à la Cour des comptes par le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution, comporte notamment, en son cinquièmement, la certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes de l'État. Cette certification est annexée au projet de loi de règlement et est accompagnée du compte-rendu des vérifications opérées. La certification se fait dans le cadre de la mission d'assistance au Parlement et au gouvernement dans le cadre du contrôle des lois de finances. Cette mission est prévue par les dispositions de l'article 47.2 de la Constitution de la Ve République. La première certification concerne l'exercice budgétaire de 2006. Ici, la Cour des comptes aurait pu, sur cet exercice, refuser de certifier. Néanmoins, elle a privilégié une certification comportant 13 réserves. Le choix qu'a opéré la Cour des comptes s'explique par l'aspect éminemment politique que revêt la certification. En effet, la certification résonne sur l'extérieur et sur les conséquences potentielles sur la capacité d'emprunt de l'État sur les marchés financiers. Qu'entend-on par réserve ? La Cour des comptes, en tant que certificateur, peut formuler 4 types d'opinions. La certification avec réserve, la certification sans réserve, l'impossibilité de certifier et enfin la 4e hypothèse, le refus de certifier. Premièrement, la certification sans réserve. Il s'agit de l'hypothèse où il ne subsiste aucun désaccord ou qu'ils ne sont pas significatifs à l'issue des vérifications effectuées. À ce jour, aucune certification des comptes de l'État ne nous permet de pouvoir illustrer un tel cas. Ensuite, la certification avec réserve. Dans ce cas, le certificateur a identifié des limitations ou des désaccords, mais ceux-ci ne sont pas suffisants pour l'empêcher d'émettre une opinion ou de remettre en cause la régularité, la sincérité ou la fidélité des comptes. Depuis la première certification des comptes de l'État, la Cour émet des réserves. Tout d'abord, elle en a émis 13, puis les années suivantes, 12, 7, le chiffre est passé à 5. Depuis 2016, la Cour en émet 4. Elles demeurent et sont dites substantielles. Ensuite, la 3e hypothèse de certification est l'impossibilité de certifier. Dans ce cas, le certificateur indique que l'accumulation de limitations est trop importante et l'empêche ainsi d'émettre une opinion. Ce fut le cas pour la certification des comptes du régime général de la sécurité sociale de 2006, en ce qui concerne la branche famille et la Caisse nationale d'allocation familiale. Comme nous l'aborderons plus tard dans la vidéo, les comptes de la sécurité sociale font également l'objet d'une certification. Enfin, la 4e hypothèse est le refus de certification. Dans ce cas, les limitations et désaccords sont tels qu'ils entachent la sincérité, la régularité ainsi que l'image fidèle des comptes de l'État. À ce jour, il n'existe pas d'exercice pouvant illustrer cette hypothèse d'opinion. L'exercice 2012 a failli faire office d'exemple. En effet, les sages de la rue Cambon ont averti qu'au regard de la baisse de qualité des comptes en 2011, ils pourraient refuser de certifier en 2012.
On remarque qu'au fil des années, le nombre de réserves a considérablement diminué, passant de 13 réserves sur l'exercice budgétaire de 2006 à 4 réserves en 2020. Parmi ces réserves, certaines ont perduré durant plusieurs exercices budgétaires avant que le gouvernement ne corrige le tir. Parmi elles, on retrouve notamment celles portant sur le patrimoine de l'État. Le problème ici était que pesait une grande incertitude sur la valeur du patrimoine conséquent de l'État. Et en effet, lors des premières certifications des comptes persistait une connaissance inégale et incomplète du patrimoine immobilier par les ministères. De plus, l'état d'entretien des biens était trop imprécis. Ensuite, celle qui concerne le recensement des actifs et des biens du ministère de la Défense, car des incertitudes et des désaccords sur les méthodes comptables subsistent aux yeux de la Cour. Ainsi, le problème était ici que le recensement et la valorisation comptable des actifs et des biens de ce ministère constituaient un exercice nouveau et difficile. En plus, les informations transmises étaient trop approximatives au vu de l'importance des actifs. Et enfin, il est complexe pour la Cour d'évaluer la valeur du matériel militaire, par exemple le prix d'un char d'assaut. Cette certification se fonde sur la vérification du respect des principes comptables applicables. Il s'agit de s'assurer de la sincérité, de la fidélité et de la régularité de la situation financière de l'État ainsi que de son patrimoine. Concernant ce dernier, la Cour des comptes se heurte régulièrement à des difficultés. En effet, dans sa synthèse sur la certification des comptes de l'État pour l'exercice 2019, la Cour soulignait ainsi. Fin 2019, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer avec une assurance raisonnable sur l'évaluation d'une part significative du patrimoine financier de l'État en raison d'incertitudes ou de désaccords sur la valeur de cet actif. Régulièrement au sein de ses rapports, la Cour des comptes détaille le processus qu'elle met en œuvre dans le cadre de la certification. Le but est ici de découper l'année en plusieurs phases, en plusieurs étapes de vérification et de contrôle. La certification des comptes de l'État s'opère sous 3 temps. Une première étape dédiée à la planification de juin à novembre qui permet d'élaborer le programme de travail. Une deuxième étape de décembre à mars qui se concentre cette fois sur le contrôle interne et les procédures comptables mises en place sur le poste comptable concerné. Enfin, dernière étape, de mars à avril, qui porte sur l'information financière et la clôture du processus de certification. Nous avions précisé plus tôt dans la vidéo qu'à l'origine, la compétence de certification de la Cour des comptes ne concernait que les comptes de l'État. Cependant, quelques années après la LOLF, la Cour des comptes voit son champ de compétences s'élargir. Depuis le 2 août 2005, la Cour des comptes dispose de la compétence pour certifier les comptes du régime général de la sécurité sociale sur le fondement de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Cette loi organique, entrée en vigueur le 3 août 2005, a permis d'inscrire au sein du Code des juridictions financières l'article LO 132-2-1. En vertu de cet article, la Cour établit un rapport présentant les comptes rendus des vérifications qu'elle opère concernant la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, ainsi que des branches et activités de recouvrement de la sécurité sociale. La certification des comptes du régime général de la sécurité sociale intervient pour la première fois sur l'exercice budgétaire de 2006. En l'espèce, a été formulée une réserve simple pour la COS. La Cour des comptes reprochait ici que le compte de résultat n'était pas conforme au modèle retenu par le Haut Conseil interministériel des organismes de sécurité sociale. En parallèle, de nombreuses réserves ont été formulées sur les autres branches du régime général de la sécurité sociale. Toutefois, ni la branche famille ni celle de la CNAF n'ont pu être certifiées à cause de nombreuses limitations substantielles en lien avec l'audit de ces deux comptes. Par exemple, concernant la branche famille, la Cour des comptes a constaté de nombreuses limitations sur le déploiement du processus de validation. Par exemple, la Cour des comptes souligne le caractère restrictif de l'information fournie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour des comptes s'est ici estimée être dans l'impossibilité de certifier. Attention, ici il ne s'agit pas d'un refus de certification. En l'espèce, la Cour des comptes, eu égard aux informations dont elle dispose, n'était pas en mesure d'émettre une opinion. Le processus de certification, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, a été élargi aux comptes locaux. Néanmoins,
À la différence des comptes de l'État et des comptes du régime général de la sécurité sociale, ce processus de certification en est encore au stade de l'expérimentation. La Cour, en collaboration avec les chambres régionales et territoriales des comptes, conduit cette expérimentation avec l'aide de certificateurs externes, des commissaires aux comptes. Ces derniers ont pour charge de certifier à blanc les comptes des collectivités concernées. Le but de cette expérimentation est de déterminer l'ensemble des conditions nécessaires ainsi que les différentes étapes qui devront être mises en œuvre afin de mener à bien le processus de certification. Cette expérimentation permettra également à terme de déterminer l'ensemble des acteurs qui entreront en jeu dans le processus. À ce titre, 25 collectivités ont été retenues pour débuter le processus en 2020. Pour illustrer cela, nous allons citer quelques-unes des 25 collectivités concernées. Tout d'abord, des communes, comme celle de Cuers, située dans le département du Var, la commune de Montpellier, ou encore la ville de Paris. Ensuite, à l'échelon départemental est par exemple concerné par l'expérimentation le Conseil départemental de la Savoie. Et enfin, le Conseil régional de la Réunion pour les départements et régions d'outre-mer. Il faudra ainsi attendre 2023 pour que le gouvernement présente un compte-rendu au Parlement qui dressera le bilan de cette expérimentation et ainsi savoir quelle sera la suite à donner. En pratique, cette expérimentation ne fait pas l'unanimité, notamment au regard de la diversité des coûts qu'elle génère, qu'ils soient internes ou externes. D'autant que, rappelons-le, les collectivités territoriales sont au cœur de l'enjeu de maîtrise de la dépense publique. Il a été décidé que les collectivités candidates allaient employer la M57 comme référentiel de référence. La M57 est en fait une nomenclature comptable employée par les collectivités afin de présenter leur budget de manière uniforme. Il existe d'ailleurs plusieurs autres nomenclatures, telles que la M14 pour les communes, la M52 pour les départements ou encore la M71 pour les régions. Ainsi, le passage à la M57 pour les collectivités qui ne l'étaient pas déjà leur a occasionné un certain coût. Pour les départements qui utilisaient la M52, le passage vers la M57 leur a occasionné une dépense de l'ordre de 24 000 €. À cela s'ajoutent bien sûr les coûts en termes de moyens humains ainsi que d'autres coûts divers. Le processus de certification est régulièrement confronté à des difficultés relatives aux entités internes, mais aussi à des difficultés systémiques. La pandémie de coronavirus a sérieusement impacté le processus de fiabilisation des comptes. L'administration a en effet mobilisé ses moyens sur d'autres aspects prioritaires. En ce sens, la Cour des comptes a relevé 4 réserves substantielles concernant les comptes de l'État pour l'exercice 2020. Deuxièmement, concernant les comptes du régime général de la sécurité sociale, la Cour formule, je cite, une impossibilité à certifier, un refus de certifier ou une certification avec réserve, motivée par l'absence de résolution de difficultés significatives à l'issue de l'audit. Pour cela, je vous renvoie au rapport sur le régime général de la sécurité sociale concernant l'exercice 2020. Enfin, concernant les collectivités locales, elles ont expérimenté pour la première fois l'audit de leurs comptes pour l'année 2020. Selon le cabinet Deloitte, qui s'occupe de cette expérimentation et de l'audit, le résultat est un constat inconsistant. D'une part, cette expérimentation est un catalyseur de changement qui contribue à la mutation des collectivités vers l'amélioration de la qualité comptable. Mais d'autre part, des limites endogènes font surface, comme, je cite, l'incertitude sur l'exhaustivité des produits, des impôts locaux et des donations notifiées par l'État. Ces informations sont disponibles sur le site Deloitte France. Toutefois, les bénéfices de la certification des comptes sont nombreux, tant au regard de l'amélioration de la gestion des opérateurs de l'État que de la qualité et de la transparence des comptes publics. En effet, la certification est un levier permettant de se doter d'outils de pilotage et de contrôle fiables et performants. Ainsi, la qualité des comptes est un enjeu majeur pour améliorer la gestion financière de l'État, des organismes de santé publique et de l'ensemble des collectivités. La certification, en tant qu'appréciation normée et étayée sur la fiabilité des comptes, est un préalable crucial pour l'État afin de montrer patte blanche auprès des investisseurs, analystes financiers et agences de notation. Ces dernières sont des entreprises privées qui évaluent le risque de solvabilité financière, c'est-à-dire mesurer le risque de non-remboursement des dettes que présente l'État emprunteur. Pour conclure, la certification résonne majoritairement sur l'extérieur.